Kayimoa, l'unique invité de ce matin. Bonjour Monsieur Kayimoa. Bonjour Fabien. Vous êtes, votre domaine, ce sont les relations internationales. Nous allons revenir un peu sur la visite officielle, la toute première du président français Emmanuel Macron en RDC, justement, mais avec un regard sur le monde, changement de l'ordre mondial ou nouvel ordre mondial. Est-ce que l'Afrique est-elle bien préparée pour affronter les enjeux ou elle est encore dans la distraction? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Mais bien avant, quel a été votre regard? Vous avez été dans l'Est pour les enseignements, vous êtes rentré à Kinshasa, justement. Quelle a été votre compréhension? Comment vous décryptez justement les discours, les gestuels pendant les séjours du chef de l'État français chez lui? Oui, merci Fabien pour l'invitation, pour discuter sur une question aussi importante que celle-ci. Je dois vous dire que j'ai eu de la chance parce que j'ai quitté Kindu le samedi. Je suis arrivé à 20h à l'aéroport d'Ndjili et j'ai eu cette chance-là d'être à Ndjili à 20h. Je suis arrivé chez moi vers 21h et je devrais accompagner une personne à Bandal. Et donc, sur base de ces éléments-là, je dois vous avouer qu'il y a quelque chose qui me passait par la tête. La première des choses, quand je suis arrivé à Ndjili, l'avion qui nous a pris de Kindu jusqu'à Ndjili a passé juste à côté de 3 avions de la délégation française. Donc, les avions mettaient la République française. Il y avait 2 gros porteurs, plus un autre petit avion qui était à côté. Je pensais à une chose, Fabien. En 1984, le maréchal Mobutu accueillait en décembre le président François Mitterrand, qui était venu à Kinshasa à bord de l'avion Concorde. Fabien, on avait on n'avait pas permis à ce qu'il y ait beaucoup d'avions à l'aéroport d'Ndjili. Donc l'aéroport d'Ndjili était presque immobilisé à cause de l'arrivée d'un seul président. Il n'y avait plus d'activité. Donc on avait passé à peu près 3 jours à l'aéroport d'Ndjili sans qu'il y ait de mouvement pour protéger l'avion présidentiel de François Mitterrand à l'époque. C'était de la violence symbolique de haut niveau, une arrogance française qu'on ne pouvait pas imaginer. Et quand on était en train de faire les taxis pour aller, pour que notre avion s'immobilise... Pour aller au tarmac, justement. Oui. Cette idée est venue en tête. Je m'étais dit, oh mon Dieu, au moins l'avion d'un président français peut venir. Il n'y a personne pour le protéger. Il a garé comme tout avion normal. Et les activités continuent, les vols continuent. Ceux qui peuvent voyager, voyagent. Ceux qui peuvent arriver de l'intérieur vers la capitale, arrivent. Il est extrêmement important à notre temps de comprendre ça. Le monde est en train de changer, le monde change. Deuxième aspect, je suis arrivé chez moi, je devrais accompagner urgemment une personne à Bandal. Et j'ai trouvé, je dois le dire, un déploiement un peu spécial de la police à Bandal, mais il y avait un mouvement normal. Il n'y a pas 2 mois, Fabien, un journaliste français était en train de critiquer le président de la République. Dans son éditorial, apparemment, c'était radiophonique, mais aussi filmé avec caméra, l'éditorial, où c'était la revue de presse. Apparemment, il était très arrogant, imbu de lui-même. Il a raconté ses incohérences sur notre pays. Oui, vous terminez. Oui, un journaliste français disait que le président de la République était incapable de contrôler la capitale. Donc la sécurité était incroyable au niveau de la capitale. J'étais content de voir que ceux-là même qui ont l'habitude de dire que l'insécurité est totale au niveau de la capitale, au moins, ce n'est pas la gendarmerie française qui est venue assurer la sécurité de Macron à Bandal. S'il y avait des terroristes à Bandal, ils n'allaient pas se déplacer. Donc voilà comment les donnes sont en train de changer. Et
le président français est parti prendre son verre à Bandal et il est rentré sans qu'il ait aucun incident. Et donc, quelque part là, il faut que nous soyons, nous aussi, à mesure de savoir vendre ces images-là. Et pour finir, vendre une bonne image du Congo, parce que on a que le Congo, justement, pas entrer dans le jeu des médias rattachés au Quai d'Orsay pour raconter des histoires contre notre pays. Alors, à l'officiel, nous quittons Bandal, nous quittons Djili, menons au Palais de la Nation, à l'officiel. Un discours bien préparé par ses conseillers, ses rédacteurs des discours, justement, dans une opération de séduction que la France a amorcée pendant ce temps, alors qu'elle est en train de perdre, justement, du terrain en Afrique de l'Ouest. Un très bon discours. Oui, discours. Ça valait la peine. Discours de séduction, oui, parce que les Français savent exactement à quel niveau se situe le monde et ils sont dans quel contexte. Laisse-moi rappeler un autre discours, c'est celui du pape François qui était ici il n'y a pas longtemps. Le pape a demandé aux puissances de retirer leurs mains du Congo, d'arrêter de piller le pays. Dans cette partie du discours du pape, s'il devrait citer les noms de Macron étaient sous-entendus être là, les noms de Biden étaient sous-entendus être là. Et donc, on a accueilli un de ces présidents qui était sous-tendu être dans les discours du pape. Est-ce que c'est de leur faute? Et ils sont des dirigeants que les multinationales ont fait mettre en des grands palais par, entre guillemets, des élections que vous connaissez. Les grands électeurs aux États-Unis, en France, vous savez comment les choses se passent. Est-ce que ce ne sont pas ces multinationales qui dictent tout, même à ces présidents qu'on croyait puissants à la tête de leur pays? Effectivement, bien évidemment, parce que effectivement, le président français fait partie de ces gens qui viennent tout fraîchement de multinationales. Mais ils appliquent quand même ce que les multinationales qui les ont placés imposent. Pourquoi on les vise directement? Oui, mais la question c'est quoi? La question c'est de dire que ce sont des dirigeants qui doivent comprendre, qui doivent aussi avoir le souci du bien-être d'autres peuples. Nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Il faut voir le malheur, il faut voir comment souffre un peuple et savoir apporter une solution effective. Si vous parcourez le discours de Macron d'un bout à l'autre, il n'a pas eu le temps de condamner Kagame. Il n'a pas eu le temps de dire de manière claire tout ce que le Rwanda est en train de faire à l'Est. Donc, il est arrivé au Congo, pourtant le président français devrait être clair. Il est arrivé au Congo, il sait le semeur de troubles, par exemple, sur la question de l'Est, il devrait saisir cette occasion pour être beaucoup plus clair sur ces points-là. Il vous a quand même rappelé des choses que vous connaissez, pour certains, on dirait des nouveaux. Il vous a rappelé votre incapacité de pouvoir restaurer, de protéger, comment on appelle, restaurer l'intégrité territoriale. Même le côté administratif a été abordé. Il vous a dit ça de manière crue. Il était bien préparé pour venir nous dire ça ici, ou bien c'est juste quelque chose qui lui a été dicté d'ailleurs? Il a dit ça, Fabien, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que pendant des années, c'est la France au Conseil de sécurité qui avait amené la résolution pour que le Congo soit placé sous l'embargo. Et ça, c'était fait sciemment. C'est la France, ce n'est pas une autre puissance. Ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Grande-Bretagne. C'est la France qui pesait de tout son poids au Conseil de sécurité pour que nous soyons placés sous embargo. Et parce que la France savait qu'en manipulant ces leviers-là, la République démocratique du Congo allait être affaiblie. Et donc, voilà le comportement d'un président qui vient, qui vous dit que vous aviez été incapable de vous organiser à l'interne. Et c'est cette même France. Et c'est encore cette même France, permettez-moi Fabien, c'est encore cette même France qui a milité
qui a demandé à l'Union européenne de soutenir Kagame. Donc, vous comprenez ce qu'il y a pour que l'Union européenne renforce l'armée de Kagame, pour que l'Union européenne envoie de l'argent à Kagame, c'est la même France. C'est la même France qui est en train de travailler, qui travaillait pendant des années pour bloquer le fonctionnement normal de l'armée congolaise et qui soutient l'armée du pays agresseur. Et donc, sur ce point-là, il faut être naïf. Il ne faut pas croire à un monsieur qui vient nous tenir un discours comme celui-là. Certains esprits avertis estiment que le discours de Macron, c'est pratiquement ce que Kagame raconte pour distraire l'opinion que le problème du Congo, c'est à l'interne, il ne faut pas chercher un bouc émissaire ailleurs. C'est de ça. Quelle est votre réaction? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Donc, on sent que Macron était venu pour défendre Paul Kagame. Il est venu pour chercher à nous faire convaincre à tout prix que notre problème, ce n'est pas le Rwanda. Parce qu'eux, ils ont tiré beaucoup de dividendes sur le comportement rwandais dans notre territoire. Et au moins, on a un président qui est debout, il regarde la vérité en face, il veut en finir avec. Et alors, le dernier soutien, le dernier rempart les Américains, moi, ils se sont prononcés. Les Américains condamnent, les Américains disent, les Américains donnent des injonctions de manière claire à Kagame, mais la France ne veut pas le faire. Nous ne devons pas nous laisser faire. On sait que le président, bon, il a accueilli son homologue, mais la population congolaise sait que ce n'est pas le peuple, le gouvernement français ne fera rien et nous ne devons rien espérer du président français. La réaction du président, c'était Iketenonk et le gestuel et tout a démontré qu'il était déjà pratiquement hors de lui. Une réaction adaptée? Oui, une réaction qui valait la peine d'être là. Pourquoi? Il ne fallait pas qu'il fasse passer ça comme celui il ne fallait pas laisser passer. Qui le recevait. Il ne fallait pas laisser passer. Je vais vous donner ça par des exemples. Regardez les gestuels là. Vous voyez que c'est quelqu'un qui était déjà hors de lui. On dirait un lion blessé. Fabien, le président français Nicolas Sarkozy, quand il était arrivé à Dakar, il avait dit que les Africains n'étaient pas trop entrés dans l'histoire. Il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui qui continuent à condamner le président Macky Sall pour avoir laissé ça passer, pour ne pas réagir sur les champs. Le président Macron, quand il était arrivé au Burkina Faso, il avait tenu le même des propos déplacés contre Jean-Marc Kaboré. Kaboré avait quitté la salle pour protester, pour contester ce que le même Macron avait dit. Et moi, je félicite le président parce qu'il n'a pas laissé le temps au président Macron de tenir des propos déplacés sans réagir. Nous sommes dans une dynamique. Les grands esprits, il faut savoir donner de la force aux gens. Nous sommes en train d'inscrire, nous sommes en train d'aller vers les changements. On ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas continuer à être traités comme des citoyens du monde des secondes zones au moment où on est appelé à jouer les rôles au même pied d'égalité que les autres. Je reviens à vous. Juste le temps pour nous de revenir sur ces déclarations. Un rappel important. Est-ce que l'Afrique a-t-il compris les enjeux? L'Afrique est-elle prête? Nouvelle ordre mondiale, l'Occident reconnaît que son hégémonie est terminée. Macron a dit des choses de manière claire. Ce Macron qui était à Kinshasa, il y a quelques années, il avait fait ces déclarations. Les combattants de ce continent ont sauvé notre pays et notre liberté. Et nos destins sont liés, même s'ils sont aussi liés par des pages sombres et des blessures. C'est une manière de prendre acte qu'au fond, demain se prépare en Afrique et avec les Africains. Et je crois que sur ce sujet, cette ligne, qui peut-être parfois est une ligne de crête pour nous, c'est une stratégie essentielle et c'est la plus efficace. Ne tombons pas dans le piège qui consisterait à faire de l'Afrique un théâtre d'influence. Il y a aujourd'hui une stratégie chinoise, une stratégie japonaise, une stratégie turque,
chacune avec leur logique, évidemment une stratégie américaine en Afrique. Je crois très profondément que notre stratégie ne doit pas être une stratégie de part de marché, d'influence, d'hégémonie prédatrice, qui parfois est au cœur de certains de ces projets que je viens de citer. Non, elle doit être de réinventer un partenariat, parce que nous avons parfois fait des erreurs dans le passé. Et donc nous pouvons nous inspirer des erreurs faites et nous en instruire. Et je crois que cette ligne est la seule féconde. Enfin, la dernière priorité sur laquelle je voulais vous parler, elle est au fond de méthode. Si nous voulons réussir à véritablement nous penser comme puissance d'équilibre, rebâtir la souveraineté européenne, réussir à avoir des résultats sur cette diplomatie de bien commun et renouveler ce partenariat avec l'Afrique et la Méditerranée, je crois qu'il nous faut aussi poursuivre le renouvellement profond de nos méthodes. Le G7, à cet égard, a été, par votre travail, votre mobilisation, une illustration de cette méthode à laquelle je crois. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure de manière plus stratégique, c'est l'audace. Si la France et l'Europe n'ont pas de l'audace pour revisiter leur schéma de pensée, leurs automatismes, réinvestir les instances internationales, personne ne le fera pour nous. Et nous sommes les seuls pour qui l'immobilisme est mortel. Les autres peuvent avoir des stratégies non multilatérales, unilatérales ou bilatérales. Nous, non. Et donc, ce que je vous invite très profondément à faire, c'est d'avoir cette audace et, en quelque sorte, cette liberté d'action très profonde. Et de manière très simple. D'abord, je pense qu'il est indispensable de renouveler et d'intensifier, je sais que beaucoup d'entre vous le font, mais les liens avec la société civile, dans toutes les interstices de chacun des pays où vous représentez la France et où se joue en profondeur, pas simplement la relation bilatérale, mais la compréhension des enjeux profonds. La rencontre des artistes, des intellectuels, des créateurs exprime des failles profondes de ces pays et permettent de comprendre ce que la lecture, sinon du jeu politique ou de ce que nous avons peut-être trop l'habitude de regarder, ne permet pas de lire. Et je crois vraiment que ce que doit aujourd'hui apporter notre réseau diplomatique, c'est cela. C'est un travail extrêmement difficile, j'en ai conscience. Mais c'est là où est la valeur ajoutée qui est la nôtre. Et donc, je vous demande d'aller à la rencontre de tous ces milieux, de la jeunesse, d'être à l'écoute de ses idées, de ses aspirations, de ses projets, d'expliquer la France et ce que notre pays a de singulier, d'attractif, d'innovant, mais aussi de comprendre ce qui se joue en profondeur dans chacun de ces pays. Je crois que nous en avons profondément besoin pour notre diplomatie. Et je pense que si nous voulons être l'épicentre de cette capacité à repenser les grandes tendances du monde et une action utile et d'agir, nous devons aussi le faire avec la société civile. Et c'est là où nous devons continuer à innover. C'est pour ça que j'ai voulu créer l'année dernière le premier Forum de Paris pour la paix. L'objectif de ce forum, c'est de pouvoir au moins une fois... Au début de cette vidéo, Macron reconnaît la fin de l'hégémonie occidentale. L'Afrique est-elle réellement préparée à ce changement de paradigme? Quand vous regardez les dirigeants, l'élite africaine de tous les domaines de la vie, est-ce qu'on est préparé à ce changement de paradigme? C'est juste ce petit morceau guilain. Je voulais très rapidement partager avec vous, au fond, une espèce de tableau rapide du monde et de ses désordres, et dans ce contexte de nos priorités. Parce que je crois que c'est ce qui, très profondément, doit inspirer notre action en France, en Europe et à l'international. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi, mais l'ordre international est bousculé de manière inédite. Mais surtout avec, si je puis dire, un grand bouleversement qui se fait sans doute pour la première fois dans notre histoire, à peu près dans tous les domaines, avec une magnitude profondément historique. C'est d'abord une transformation, une recomposition géopolitique et stratégique. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie
occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications dans des conflits au Proche et Moyen-Orient et ailleurs, et à repenser une stratégie profonde, diplomatique et militaire, et parfois des éléments de solidarité dont nous pensions qu'ils étaient des intangibles pour l'éternité, même si nous avions constitué ensemble dans des moments géopolitiques qui pourtant aujourd'hui ont changé. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. J'y reviendrai. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances pas seulement économiques mais politiques et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec beaucoup de force et beaucoup plus d'inspiration que nous n'en avons. Est-ce que les actes, le comportement des dirigeants occidentaux, ça suit ce discours? Oui, Fabien. Ils sont conscients. Quand Macron a eu le courage de déclarer ça, de dire qu'on est en train de vivre la fin de l'hégémonie, ils savent ça. Mais c'est chez nous où peut-être cette prise de conscience, elle est en train de naître. Mais dans la partie Afrique, la première partie que nous avons suivie ensemble, Macron a dit une phrase extrêmement importante. Il dit, si nous, Français, nous ne travaillons pas pour avoir une place de choix dans l'ordre qui est en train de venir, personne ne le fera pour nous. Une très belle phrase. Il dit, si la France ne travaille pas pour se trouver une place sur la scène internationale, il n'y a personne qui le fera pour les Français. Mais au même moment, ils veulent travailler pour la place de la RDC, ils veulent travailler pour la place du Burkina Faso, pour la place du Mali. Le comportement ne suivent pas ces discours apparemment tenus. En 2019, quand on le voit à l'œuvre, les dirigeants occidentaux, c'est un véritable contraste entre ce qu'ils sont, ce qu'ils font et le discours dans des auditoriums, devant des officiels. Oui, mais les discours qu'ils font, c'est un discours pour protéger leurs intérêts. On est sur la scène internationale et ils travaillent pour préserver. Même l'arrivée à Bandal, d'abord il a changé, il devrait venir là pendant la journée. Ils sont en train de scripter ce qui est en train de se passer. Il est venu comme un voleur la nuit, il est rentré la nuit. Ça, je ne sais pas si les gens comprennent ça. Le président est venu la nuit, il est rentré la nuit et il est parti. Et donc, ils sont en train de tout faire pour chercher à préserver leur place sur la scène internationale. Et nous, si nous continuons à dormir, je ne sais pas quelle sera notre place. Est-ce qu'on a une race de dirigeants, une race d'élite qui comprennent toutes ces choses et qui préparent leur nation en Afrique à ce changement de l'ordre? Les dirigeants, les politiques, on vient de passer une période où la plupart des dirigeants étaient sélectionnés par l'extérieur et la population était endormie et par des religions, par la musique.
et ainsi de suite. Maintenant, il y a une prise de conscience au niveau de la population. Et ça, c'est la phase la plus importante pour le continent africain. Voyez comment les Maliens sont en train de se mobiliser. Ce n'est pas Assimi Goïta, les descendants de Soundiata Keïta, qui est en train de mener cette guerre seule. Il a derrière lui toute la population malienne. Les Burkinabés se sont aussi levés. Et donc, il y a le peuple africain qui est en train de prendre conscience. Chez nous, Macron est venu, le peuple congolais n'a pas été pour... Ce n'est pas un modèle, le Burkina Faso, avec ses capitaines et ses colonels qui se font le coup d'État, encore moins au Mali. Je ne vois pas ces militaires avec des capacités énormes de gouvernance. Je préfère que ce ne soit pas un modèle. Le printemps arabe nous a également déçus. Les professeurs chez nous sont dans les rues en train de manifester pour réclamer leurs droits. Les endroits autrefois, les collines autrefois inspirées sont plutôt composées de gens qui sont séduits par la politique et le lait et le miel qui coulent en politique. Est-ce que le peuple, la prise de conscience du peuple seul suffit? Fabien, quand on est en train d'aller vers, quand on est en train de cheminer vers la libération, quand on est dans une dynamique de prise de conscience, il y a toujours de quoi, qu'il y a toujours de problèmes vers ce cheminement-là. Et le peuple finit toujours par comprendre qui peut faire quoi dans cette dynamique. Et le peuple identifie le vrai problème qu'il y a. Je viens de l'Est. Dans plusieurs rencontres que j'ai eues avec la population de l'Est, on sent dans le président de la République une personne engagée à mettre fin au conflit de l'Est. Mais la population dit exactement ceci. On pose la question de savoir pourquoi il y a trop de voleurs dans l'entourage du président de la République. Donc la population n'est plus dépendue s'il se faisait entourer par des gens qui vont l'accompagner dans son dynamisme pour aller de l'avant. Et donc, la population ne dit pas qu'il y a des distraits. La population ne dit pas qu'il y a de bandits. La population identifie le vrai problème. Et donc, dans cette dynamique-là, on finit toujours par corriger le cheminement. Donc, il est important que nous soyons attentifs à ce qui est en train de se passer. La population n'est plus deep. La population sait qui est avec elle, qui n'est pas avec elle. Et dans ce dynamisme engagé sur la scène internationale, ça vaut la peine que chaque groupe de la population, les intellectuels, les journalistes, les politiciens, puissent procéder par l'auto-examen de conscience pour voir, pour corriger ce qui ne va pas. Parce que si nous ne savons pas mettre de l'ordre au sein de notre société, je ne vois pas d'autres personnes, un autre peuple qui viendra le mettre à notre place et nous risquons de disparaître comme nation. Mais ceci devrait être le résultat d'un travail fait en amont, l'éducation, l'orientation, l'éducation en famille, l'éducation au niveau de l'école, la recherche au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, les grandes pensées, et aussi tout cela sous le leadership des dirigeants ayant une vision. Est-ce que vous pensez que nous sommes... ça doit être tout simplement le résultat d'un mouvement spontané, d'un comportement spontané, ou ça doit se préparer? Oui, ça se prépare, Fabien. Mais dans cette préparation, dans cette dynamique de prise de conscience, il y a toujours des gens qui ont la capacité de voir et de comprendre. Et au fur et à mesure que les gens sont en train d'avancer, ils identifient où se trouve le vrai problème de société. Parlant de la visite de Macron, par exemple, à Bandal, les gens se posaient la question, moi-même je me suis posé la question, pourquoi seulement il devrait s'appuyer sur un musicien? Permettez-moi de dire un point de vue par rapport à ça. La musique congolaise fait partie des réalités qui ont contribué à l'endormissement de la population. Il y a la musique et la religion. L'Occident s'est appuyé sur la musique et sur les religions pour
bloquer les logiciels mentaux du Congolais. Nous avons beaucoup de musiciens, mais nous n'avons pas de musiciens patriotes qui ont pris conscience, qui orientent la population vers une direction voulue. Quand Mwalimu Julius Nyerere était président... Le plus bel homme du monde ne donne que ce qu'il a, non? Pourquoi vous demandez trop à des musiciens qui n'ont pas reçu grand-chose? Oui, dans la famille, à l'école. Pourquoi vous leur demandez trop? Oui, c'est pas cette génération de Kabasele Tiamala, Grand Calais. C'est pas cette génération de ce que vous connaissez, par exemple. Oui, Fabien, mais écoute, la question de l'émergence de la société, du développement de la société, c'est une question qui concerne tout le monde. C'est une question qui concerne tout le monde. Regardez les révolutionnaires, par exemple, de l'Amérique latine. La plupart des musiciens, ces pays-là, ils ont émergé et ils ont réussi à résoudre leurs problèmes. Parce que la musique était une musique qui accompagnait aussi la dynamique révolutionnaire. Mais chez nous, si on prend même l'exemple de l'Afrique, juste après les indépendances, la musique congolaise n'était pas une musique pour éveiller la conscience de la population. Si on compare avec ce qui s'est passé en Tanzanie, où Mwalimu Julius Nyerere, lui, mobilisait les Tanzaniens, les musiciens tanzaniens, pour qu'ils chantent, pour soutenir le sens élevé du travail. Et même Jomo Kenyatta au Kenya. Donc, si vous comparez la musique kenyane, la musique tanzanienne des années 60 et la musique congolaise, vous allez trouver que la nôtre était plus pour vanter le président et pour endormir la population. Et de l'autre côté, on était en train de mobiliser la population pour que la population travaille. Et donc, à un certain moment, quand Macron a accepté, a choisi un musicien pour l'accompagner à Bandal, ça, il ne faut pas que nous puissions voir cet aspect-là de manière positive, parce qu'il sait que ce sont ces gens-là qui endorment la population. Il s'est appuyé, pas sur un intellectuel, mais sur des personnes qui nous endorment avec des situations qui ne nous permettent pas, des personnes qui programment négativement les logiciels mentaux de nos jeunes, pour que ces jeunes ne soient pas en mesure de se prendre en charge. Ça, c'est un aspect négatif que l'on ne doit pas laisser passer. On ne doit pas laisser passer des situations comme ça. Et donc, il faut que nous interpellions les musiciens pour dire, vous devez être du côté du peuple, pas être manipulé par les gens qui sont contre le peuple congolais. Là, notre musicien a été manipulé par le président français. Et ce qu'il a fait, l'acte qu'il a posé, ce n'est pas pour la société congolaise, mais c'est contre la société congolaise pour faire préserver premièrement les intérêts des Français. C'est la culture quand même. Il y a un côté fair play. Il y a un côté fair play. Nous sommes dans un... Après des échanges tendus au palais de la Nation, il fallait absolument ce dîner au Pullman, il fallait cette descente à Bandal, lier l'utile à l'agréable. Ça fait partie de la vie, non, Caïmoin? Oui, ça fait partie de la vie, mais quand vous êtes dans une dynamique de la vie, il faut toujours être attentif, il faut toujours savoir contrôler les gestes pour qu'on ne se laisse pas manipuler. Nous sommes dans un combat, nous sommes en train d'avancer pour notre libération. Et donc tout le monde doit être impliqué dans cette dynamique de libération. Ce n'est pas coordonné, il n'y a pas une mobilisation coordonnée, il n'y a pas de structure qui s'en occupe. Les médias ne sont pas impliqués directement avec, par exemple, comme ça se faisait à l'époque de Laurent Désiré Kabila, quand la guerre a été déclarée contre le Rwanda à travers le RCD Goma, ces gens qui étaient sortis du conglomérat des aventuriers de l'AFDL, selon Laurent Désiré Kabila. Et c'est pas coordonné. Les médias publics ne suivent pas le discours du chef et les médias publics ne sont pas inscrits dans cette logique. Alors comment les musiciens vont-ils emboîter les pas? C'est pas coordonné, mais je ne vois pas Alpha Blondy aller prendre un verre dans le faubourg de Dakar avec
Je ne vois pas, parce que vous sentez, oui, de la Côte d'Ivoire, ou bien Tiffen Jaffa Koli. Donc, vous sentez dans les fonds de ces musiciens un comportement révolutionnaire. C'est chez nous où on vient, on a de l'argent, on sort avec un musicien, pourtant on est en train de travailler contre la société. La société doit être debout. L'acte qui a été posé, ce n'est pas pour soutenir, mais c'est un acte pour continuer à endormir notre jeunesse. Et là, je suis content parce que moi-même, j'ai assisté hier à des débats des jeunes pour dire que les jeunes n'ont pas été d'accord avec leurs musiciens. Et je crois, moi, je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne soutiendront plus Donc, il faut que tout le monde soit prudent. C'est quand même, on est en démocratie, c'est un groupe de gens, justement, chacun a le libre arbitre de choisir qui il veut sur le plan culturel. Le fils de Djouna Djanana a refusé justement de faire cet accompagnement. Voilà. Nous lui remercions grandement pour cet acte patriotique qu'il a posé. Alors, nous terminons. Quelle attitude adopter maintenant que le président l'a dit? Tout le monde se montre hypocrite, on ne veut pas trahir les intérêts des multinationales. Le sang des Congolais, c'est un breuvage. Et les massacres, ça fait partie des comptes. Et puis, ou de nouvelles normales. Et les pièges de nos ressources. Qu'est-ce qu'il faut encore attendre alors que les FARDC sont au front? Il faut tenir. Il faut continuer à mobiliser la population. Et je dois affirmer ici une chose, que s'il n'y a pas des avancées significatives côté rebelles pour occuper nos territoires, c'est parce que la population de l'Est est déterminée. La population a un sang-froid exceptionnel, Fabien. Donc vous voyez des gens qui vivent dans la ville de Goma et disent c'est notre ville, nous n'allons pas quitter. Et c'est ça, cette détermination de la population que les gens sont en train de voir. Et donc, il faut que nous continuions à mobiliser notre population pour dire il n'y a que nous qui pouvons défendre ce pays, il n'y a que nous qui allons travailler pour l'émergence et le développement de ce pays. Nous ne devons pas compter sur une autre force qui nous viendrait de l'Occident ou de l'Orient. Et donc au peuple congolais de se mobiliser pour réussir à construire un avenir meilleur dans ce grand et beau pays. Bruno Kaima, je vous remercie d'être venu. Merci d'avoir partagé avec nous autour de ce sujet. C'est encore frais dans l'actualité de notre pays. L'espoir est permis. Nous n'avons aucun ennemi. Les gens ont leurs intérêts, ils font leurs choix, où ils les opèrent. C'est à nous de construire ce que nous voulons être avec courage, avec l'audace. Et c'est possible de nous relever de ces humiliations que nous imposent les soi-disant partenaires avec leurs valets africains. Excellente semaine, excellente journée à toutes et à tous.